Salut à tous et bienvenue pour la suite de cette série que j'avais laissé un petit peu somnolée dans un coin, mais qui n'est absolument pas fini, loin de là, entre les Lakers et les Celtics. J'avais laissé un petit peu le temps rattraper la partie, en fait. Voilà l'explication. Je voulais revenir un petit peu en phase avec le calendrier. On est à présent à la mi-décembre. On est à la mi-décembre et on y voit beaucoup plus clair sur l'une comme sur l'autre de ces deux équipes qui, au tout début de la saison, je le disais dans mes premiers épisodes, partaient d'extrêmement loin, qui étaient pour les uns moqués, je parle des Lakers, dont tout le monde se moquait du recrutement à l'été, là, j'en ai entendu des sarcasmes, j'en ai entendu des gens se moquer, des gens qui évidemment s'y connaissent beaucoup, des spécialistes, hein, comme on en trouve un petit peu partout, les gens qui vous prévoient des Lakers qui vont être faibles, certains qui se moquent du recrutement. Puis au final, c'est rigolo parce que ça a fermé des bouches, parce qu'on a entendu, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et puis finalement, il y a plus grand monde qui critique vraiment les Lakers. On verra, il y a quand même des choses à dire. En tout cas, moi, je reste droit dans mes bottes, parce que c'est exact, je resterai exactement sur la ligne de tout ce que j'ai toujours pu dire à ce sujet-là. Et en ce qui concerne les Celtics, alors, au début de saison, avant qu'il y ait le moindre match de jouer, c'était très très simple. Hein. C'était l'équipe qui en fait était déjà en finale NBA. On avait l'impression qu'il y avait peut-être vraiment pas besoin de jouer la régulière. On pouvait tout de suite commencer par les finales contre les Warriors et puis tout ça, ça paraissait assez établi. Puis en fait, leur début de saison, pardon, a été relativement chaotique. Je pense aux 20 premiers matchs. Les 20 premiers matchs des Celtics ont été vraiment embêtants. Il y a eu beaucoup de difficultés à trouver un équilibre dans cet effectif. D'ailleurs, il n'est pas tout à fait dit qu'il soit déjà trouvé, hein, cet équilibre. Même si entre-temps, les choses vont beaucoup mieux. Les résultats sont bien meilleurs là depuis une grosse dizaine de matchs. Les Celtics ont peut-être enfin trouvé avec l'intégration de Marcus Morris, de Marcus Smart pour davantage de minutes et notamment sur le début des matchs pour apporter un petit peu de dureté. Ils ont apparemment trouvé déjà une première recette qui fonctionne davantage avec un Gordon Hayward qui sort du banc, avec un Jaylen Brown dont il a enfin été possible de dire la vérité, à savoir qu'il était en train de faire un début de saison relativement affreux en fait, hein, mais pas tellement par rapport à son investissement, mais davantage par rapport à sa réussite, notamment avec une réussite au shoot là dans les 20-25 premiers matchs qui était assez désastreuse. Donc un Gordon Hayward aussi qui, mine de rien, récupère d'une des pires blessures qui puisse être pour un sportif. Par là même une incertitude un petit peu sur la possibilité de retrouver son vrai niveau. Et tout ça nous a mené à un début assez compliqué. Un début dans lequel tout à coup celui qui était surnommé le Mozart du basket, à savoir évidemment le coach des Celtics, Brad Stevens, a tout à coup été victime de critiques de la part de gens qui estimaient qu'il y avait probablement autre chose à faire. Écoutez, moi je pense que la vérité elle se situe quelque part entre les deux. Les Celtics ne sont pas devenus mauvais, simplement ils jouaient sans l'agressivité probablement nécessaire en NBA, parce que ça n'est pas tout effectivement d'avoir le talent, d'avoir ce que certains appellent l'académie de jeu, le style, tout ce que vous voulez, les fondamentaux, mais il faut encore arriver à se débrouiller comme une vraie équipe, et ça c'est sûr que ça a été délicat hein, pour les Celtics. Moi je pense très sincèrement que les problèmes ne sont pas encore réglés, et qu'il va y avoir un moment donné où le GM Danny Ainge va être obligé de se positionner dans plusieurs cas pour plusieurs joueurs de l'effectif. Le premier d'entre eux, c'est évidemment Terry Rozier,
parce que Rozier, il n'a pas exactement les minutes qu'il devrait avoir. Il n'a pas non plus l'efficacité qu'on a pu connaître, et le problème c'est qu'en l'absence d'Irving l'an dernier sur la fin de saison et les playoffs, il a pu montrer qu'il était éventuellement capable de faire des choses super intéressantes. Dès lors, le retour à la vie de remplaçant de Kyrie Irving, qui est quand même un des joueurs totalement majeurs de l'équipe, donc forcément sur lequel on va donner beaucoup de minutes, c'est forcément délicat de revenir un petit peu dans l'ombre après avoir s'être fait une place au soleil. C'est très délicat, le problème il se retrouverait dans n'importe quel sport. On aurait le problème dans beaucoup de groupes, ce problème-là, donc je pense que c'est juste normal en fait d'avoir cette difficulté-là du côté des Celtics. Et je pense qu'il va y avoir un moment où, comme contractuellement Terry Rozier, il arrive à la fin de ses 4 années de contrat rookie, il arrive à la fin à l'été 2019. Il va y avoir nécessairement à se positionner du côté des Celtics, et c'est là qu'on peut quand même, il y a fort à parier qu'on pourrait assister à quelque chose comme un trade, mais ce trade pourrait être fait peut-être davantage au moment de la deadline, c'est-à-dire début février. Alors qu'on voit que là, bon, ce match contre les Timberwolves a été une farce absolue. Il y avait encore Jimmy Butler à ce moment-là. Une farce absolue, vraiment sans aucune difficulté. On a vraiment déroulé, ça a été une vraie boucherie. Bon, voilà, il n'y a pas grand cas à faire. Je crois qu'il y avait surtout une absence de défense de la part des Wolves à ce moment-là. Et donc, voilà, je pense que du côté des Celtics, moi ce que je remarque en regardant les matchs, mais également en jouant à 2K, c'est qu'il va y avoir quelque chose à faire. Il va y avoir un mouvement à faire s'ils veulent pouvoir être à la hauteur de leurs ambitions. Qui est évident. L'ambition, c'est évidemment d'aller en finale NBA. Hein. Il n'y a même pas à en discuter quand on a un tel effectif. Quand LeBron James est parti à l'Ouest, c'est la finale NBA pour eux. Sinon, ce sera un échec d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, justement, du côté de LeBron James, vous voyez, je vous ai montré les stats avancées, là, les stats juste avant, là, pour mon début de partie, où ça se passe pas mal du tout, en fait. On voit même que les contributions d'un Wagner sont plus qu'intéressantes, alors que, à contrario, celles d'un Lonzo Ball, d'un KCP peuvent être un petit peu douloureuses par moment. Ça se passe pas mal, mais au niveau du jeu, ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire qu'autant à Boston, vous allez avoir des tas de possibilités offensives. Vous pouvez lancer des systèmes pour à peu près n'importe qui. Vous allez pouvoir même jouer le pick and roll avec, pour le coup, presque n'importe qui là encore, même le pick and pop, parce que vous pouvez faire poser les écrans par Al Horford, par Marcus Morris, même par le gros Baines là. Hein. Il est tout à fait capable de s'écarter, il possède un shoot. Alors que Lakers, c'est pas du tout la même config. Déjà, cette équipe des Lakers, donc, qui a été bâtie cet été, je le répète, dans la moquerie générale, en se disant oui, LeBron James va être tout seul. Qu'est-ce que c'est que cette équipe avec des malades mentaux? Je pense à McGee, je pense à Stephenson, je pense à Rajon Rondo, même à un certain niveau à KCP, hein, qui, puisqu'il avait eu des petits soucis avec la justice, etc., évidemment à l'inénarrable Beasley. Bon, ça nous fait effectivement une jolie brochette, plus des jeunes dont on connaît pas exactement le plafond. Kuzma, Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart, on ne sait pas exactement. Je mets à part les rookies parce que en fait Mikhailiuk et Wagner dans la réalité n'ont presque pas eu de temps de jeu. En tout cas, Mikhailiuk en a un petit peu en ce moment, mais ça n'est pas très significatif.
on n'a pas une vraie idée encore de ce qu'ils peuvent faire et que ce soit de leur potentiel ou que ce soit même de leur niveau réel actuel. Bon, si ce n'est qu'ils n'ont pas beaucoup de minutes, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et puis c'est pas avec le recrutement de Tyson Chandler que ça va s'arranger pour Wagner d'une part, sauf s'il y a un trade. Et puis Mikhailiuk, on sait très bien que les minutes qu'il gratte, elles sont dues à la blessure de Rondo, la blessure actuelle de Rondo, et ainsi qu'à celle de Ingram. Donc forcément, il faut boucher des trous au poste 2, au poste 3, et c'est la raison pour laquelle, avec décalage au poste 1 pour pallier décalage pour certains joueurs. Puis en plus, les postes, c'est pas comme dans Touquet, hein. Les coachs réfléchissent quand même un petit peu autrement, en plus en termes de playmaker, en termes de porteur de balle, etc. Donc tout ça pour dire que les petits rookies, on va pas tellement pouvoir en parler. En revanche, pour ce qui est des jeunes, déjà il y a une chose qui paraît assez évidente du côté des Lakers, c'est que Kyle Kuzma il a progressé. Kyle Kuzma il a pris une dimension qu'il n'avait pas encore, même si on pouvait espérer qu'il la prenne. Kyle Kuzma il est devenu là dans ces Lakers 2018-2019 le bras droit de LeBron James. C'est lui très très clairement. Kyle Kuzma il est très agressif, que ce soit en attaque ou même il essaye de le faire également en défense. Mais voilà, c'est un gros pourvoyeur de points, il est assez adroit, il a des fondamentaux qui, toute proportion gardée, ces fondamentaux pourraient rappeler les fondamentaux d'un Jason Tatum, même si j'estime que Tatum a un petit peu plus de qualité basket en valeur absolue que Kuzma, mais c'est encore un petit peu plus un artiste en fait, l'ami Tatum, hein. Mais en tout cas Kuzma il est vraiment super intéressant. On a vu du Brandon Ingram qui globalement donne satisfaction, mais j'ai comme l'impression que Brandon Ingram ne passera pas nécessairement toute l'année du côté des Lakers. Il pourrait vraiment y avoir du trade. En tout cas, ça s'entrevoit là à l'époque actuelle, même si bon, là, il est blessé un petit moment, mais c'est pas ça qui empêche de se projeter sur la suite. On sent que KCP peut vraiment bouger dans les jours à venir. On sent que Ingram ainsi que Lonzo Ball, ça pourrait vraiment arriver aussi. Ça pourrait vraiment arriver. En fait, il suffit juste que les Lakers trouvent quelque chose qui leur convienne, et après, boum, ça n'hésitera pas très très longtemps. Alors que je pense que Kuzma restera. Donc de ce côté-là, ça nous amène à Lonzo Ball, parce que je l'ai aussi mentionné. Je pense que Lonzo Ball, ça peut vraiment bouger. Lonzo Ball, il y a un problème de spacing, mais ça date pas d'hier. Il y a un problème de spacing avec Lonzo Ball, puisque soit Lonzo Ball va être le porteur de balle, alors qu'on voit là les votes pour le All-Star Game, c'est amusant de les voir évoluer. J'irai de temps en temps comme ça faire des petits points. On sait que Lonzo Ball, évidemment, n'est pas une menace au shoot extérieur. Alors bien évidemment que de temps en temps, il va vous sortir des paniers quasiment de nulle part, et puis tout le monde va être ébahi, tout le monde va se dire waouh, super, Lonzo Ball, ouais, il a été clutch, il a rentré un shoot super important. Ouais, mais globalement, les shoots, les défenses adverses, elles lui laissent un petit peu parce qu'en fait, ils ont pas tellement peur au niveau du pourcentage. Et en plus, déjà, il a une gestuelle qu'on a du mal à on a du mal à comprendre comment est-ce qu'en université on lui a laissé avoir cette gestuelle là. Comment est-ce qu'un joueur de basket de 19 ans à peu près, ou 18 ans au départ, en université, comment est-ce qu'on a pu laisser un jeune comme ça avoir une telle gestuelle? C'est assez troublant en fait, hein, de penser à ça. Honnêtement, c'est un mystère, hein. C'est un mystère pour moi. Lonzo Ball,
je l'aime bien quelque part, mais sans parler d'aimer ou ne pas aimer, honnêtement, il y a vraiment un problème de spacing avec lui. Comme on a LeBron James qui aime beaucoup avoir la balle, il aime remonter la balle, il aime se positionner en, en créateur également, il a besoin, très très nettement, il a besoin d'avoir des menaces extérieures autour de lui. S'il n'y a pas de menaces extérieures autour de lui, ses pénétrations, elles sont beaucoup moins efficaces. Et son style de jeu, finalement, il est quelque part un petit peu affecté par l'absence de shooter de niveau suffisant. C'est pour ça qu'en fait, je pense que ça devrait bouger. Tôt ou tard, ça bougera, Lonzo Ball. D'une part. Et puis là, je vous avais laissé l'interview de Popovic parce qu'il avait fait une Popovic assez amusant, bien modélisé par Touquet, où il répond juste un mot au journaliste qui lui pose une question. Ça, c'est assez rigolo. Quand vous jouez contre les Spurs, vous pouvez avoir cette séquence-là qui tombe. C'est assez marrant. Donc, Lonzo Ball, pour moi, c'est comme Ingram. À terme, ça bouge. En revanche, j'ai l'impression qu'avant sa blessure, Rondo avait pris une importance assez nette dans ce groupe. De toute façon, on sait que c'est une grande gueule, on sait que c'est un individu qui pèse dans un groupe, il y a une présence, il y a un charisme, il y a beaucoup de choses. Donc Rondo, ça pourrait finalement bien tilter avec LeBron James, mais par contre, je pense pareil un Stephenson, un Beasley, il faut pas que les deux soient très très gourmands, parce que ils pourront rapidement être déçus, parce que du côté du staff des Lakers, là, on sait que aux affaires, il y a Pelinka, il y a Magic Johnson, ils sont en étroite collaboration avec LeBron James, c'est une évidence, il n'y a même pas besoin, d'en parler. LeBron, il est en situation d'audit actuellement. Il est juste en train d'observer si autour de lui il y a des pièces sur lesquelles il pourra compter sur le moyen terme, et ou si tel ou tel joueur ne sera pas capable de lui apporter ce qu'il estime devoir compter dans ses rangs. Donc je pense que très très clairement, il y en a certains dont les jours sont comptés, et ça devrait bouger d'une façon ou d'une autre, ça devrait bouger. Ce qui fait que voilà, un Ball, un Ingram peuvent se faire du souci. Un Rondo, a priori, de toute façon, Rondo il arrive en fin de contrat à l'été. Il faudra voir de quelle façon est-ce que les choses se présentent. Mais de toute façon, l'objectif des Lakers, c'est d'avoir un max de cap space avant, avant l'été, au moment de l'été, pardon, 2019, pour pouvoir faire peut-être une ou deux offres à des gros free agents. Même si, quand on y réfléchit vraiment, quel free agent? Est-ce que vous croyez que Klay Thompson va quitter les Warriors? Est-ce que Jimmy Butler ne va pas re-signer du côté des Sixers qui ont monté un énorme trade, qui ont dû s'entendre un petit peu avec les agents au moment de monter ce trade? Est-ce que Kawhi Leonard ne va pas finalement dédaigner la possibilité d'aller jouer avec LeBron James parce qu'il a envie tout simplement d'écrire sa propre histoire, d'avoir son équipe à lui, que ce soit aux Raptors ou que ce soit éventuellement aux Clippers? Est-ce que DeMarcus Cousins pourrait avoir envie d'aller du côté des Lakers? C'est une chose qui arrive beaucoup dans le jeu. Hein. Dans le jeu, il y a souvent DeMarcus Cousins qui signe aux Lakers à l'été 2019. Est-ce que c'est réaliste tout ça? Est-ce que ça peut arriver? Voilà, il y a d'autres free agents. Est-ce que Kevin Durant peut réellement avoir envie d'aller jouer aux Lakers avec LeBron James? Moi, j'en doute, mais très très sérieusement. J'en ai déjà parlé dans ma série du Miami Heat en MyGM là, que totalement évident que Kevin Durant, s'il a envie de laisser une place dans l'histoire de la NBA, maintenant qu'il a des titres, maintenant qu'il a été MVP des finales, alors qu'il avait déjà été une fois MVP de régulière avec le Thunder à l'époque, qu'est-ce qu'il peut vouloir d'autre qu'aller écrire sa propre histoire quelque part, mais évidemment pas aux côtés de LeBron James, puisque à ce moment-là, il resterait toujours dans l'ombre de LeBron James. Donc pour moi, c'est assez évident. Il y a comme ça des joueurs qui en fait ne viendront pas du côté des Lakers.
il faudra que le staff, il faudra vraiment qu'il y ait un alignement de planètes assez intéressant, ou des trades. Moi je pense que ça va plus passer par des trades, justement en monnayant quoi, en monnayant les joueurs qui ont de la valeur quoi, sur le marché, hein. Rien d'autre, hein. Rien d'autre que ça. Donc bon, je pense voilà que tout ça est loin d'être décanté, mais peu à peu on commence à voir apparaître des choses. C'est pour ça que je vous mettais ça dans l'introduction, les certitudes, mais aussi les doutes, à un endroit, aux Lakers comme à l'autre, à Boston, où ça paraît assez clair qu'il va falloir bouger. Il va falloir bouger. Alors, on parle beaucoup de Trevor Ariza, mais il est plus ou moins en train d'échapper aux Lakers. Là, on voit ce qui est en train de se passer. Il a failli déjà partir la nuit dernière à Washington, au moment où je parle. Ensuite, très très clairement, oui, ils ont besoin de stoppers défensifs, les Lakers. Mais qu'est-ce qui va leur trader, quelle équipe va accepter déjà, est-ce qu'une équipe de l'Ouest peut accepter de renforcer comme ça impunément les Lakers alors que c'est des concurrents? Donc quelle équipe de l'Est pourrait le faire? Voilà, il y a plein de questions comme ça. Qui pourrait avoir besoin de Brandon Ingram ou de Lonzo Ball? Qui pourrait vouloir lâcher un joueur qui intéresse les Lakers en échange de ces joueurs-là? On voit bien que KCP non plus ne semble pas affoler les 29 autres franchises. Donc au niveau monnaie d'échange, c'est un peu juste aux Lakers. Par contre, une équipe qu'on a sous les yeux qui a de la monnaie d'échange, c'est les Celtics, mais il faut voir ce qu'ils vont pouvoir en faire. Moi, personnellement, je ne bougerai pas avant le début février. C'était si je devais donner mon avis sur le truc, je ne bougerai pas avant le début février, et je tenterai éventuellement un move aux Celtics, mais du côté de Rozier d'une part, en essayant de peut-être donner un tour de draft et récupérer un joueur qui puisse peut-être apporter un petit peu plus de densité à l'intérieur, parce que si vous retirez Rozier, vous avez assez facilement une rotation au poste 1 qui est très satisfaisante, avec Smart qui vient combler les minutes que Irving pendant lesquelles Irving ne se repose, hein, tout simplement. Donc avec Marcus Smart, ça fait tout à fait l'affaire. Il est suffisamment, il a le profil, hein, bien sûr. Et au poste 2, vous utilisez Smart, Jaylen Brown, voire même du Gordon Hayward. Alors qu'on voit l'aberration, en ce moment il y a eu même parfois où Gordon Hayward jouait poste 4. Alors je sais bien que Brad Stevens, pour lui il y a un ball handler et un intérieur et 3 ailiers, pourquoi pas bien sûr, mais il vient un moment où les centimètres et les kilos, ça joue. C'est pas, on n'est pas justement dans un jeu vidéo. Vous avez la taille qui joue énormément, vous avez la densité physique, la dureté qui va jouer comme ça beaucoup. Et ça, il me semble que c'est le truc qui fait défaut du côté des Celtics. Donc on verra bien la tournure que ça prend, mais en tout cas, pourquoi ne pas donner peut-être un petit peu plus de temps? On a vu que Daniel Theis revenait un peu dans la rotation là, ces derniers jours. Pourquoi ne pas donner un peu plus de temps à ce fameux rookie Williams là, parce qu'il a été quand même pas encore énormément utilisé, ou alors sinon il faut qu'il fasse partie du package avec Terry Rozier pour aller chercher un joueur un petit peu plus costaud à l'intérieur. J'ai pas de nom en tête, mais nul doute que les Celtics feront ce qu'il faut, s'ils l'estiment nécessaire en tout cas. Et à part ça, on est dans un match là où, pour revenir un petit peu à notre partie, c'est un peu délicat. J'ai tapé dans le dur là à un moment donné avec ces Celtics. Commençait à être un petit peu en difficulté à cause de... Bon là c'était à cause d'un Porzingis en feu dans ce match là, mais je dirais à cause de globalement une certaine inefficacité en attaque, une certaine difficulté à exécuter correctement les systèmes.
une forme de manque de réussite au shoot aussi. C'est beaucoup ça que j'ai rencontré là. Vous voyez, par exemple, c'est intéressant la pénétration de Tatum à l'instant. J'avais laissé quelques actes totalement ratés dans ce match. Quand même, on se fait taper par les Knicks. Faut réfléchir 2 secondes là, faut se poser. Tu te prends 10 points par les Knicks. C'est assez troublant. Donc, bah oui, hein, Irving un peu en défaillance. Voilà. Même si, bon, encore une fois, il y a eu un mutant sur ce match en face, mais honnêtement, c'est pas là derrière que j'ai envie de me cacher. J'ai plutôt envie de voir une relative inefficacité offensive. Donc voilà, dans la foulée, je changeais un petit peu, j'adaptais un petit peu ma rotation. Hayward en fin de match, c'est terminé. J'ai mis Marcus Morris. J'en ai marre en fait de me faire gober du rebond, j'en ai marre de me faire dominer à l'intérieur. Donc déjà que Horford n'est pas l'homme le plus dur qui soit. Donc voilà. Et puis vous savez, j'avais démarré avec Tatum poste 4 à de nombreux moments et je pense que ça y est maintenant, je peux le dire, Jason Tatum en 4, non. Tout simplement non. Voilà, c'est pas une bonne idée. C'est pas du tout une bonne idée. Donc voilà, à bientôt pour la suite de ces petites aventures là où je vais essayer de rattraper, mais ça va pas être difficile parce que j'ai déjà un certain nombre de matchs qui ont été joués. Je vais essayer d'aller un petit peu synchro avec le calendrier NBA. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.